Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour le 3e numéro de La couleur du temps, notre émission qui permet à un invité de coquer l'actualité, mais surtout de dire ce qu'elle sait d'un certain nombre de sujets. Et ce jour, nous recevons Christine Colin-Tibala, femme engagée, démocrate humaniste. Vous êtes proche de la résistance, de la diaspora, et surtout vous luttez pour l'éclatement de la vérité dans la crise ivoirienne. Alors, Christine Tibala, on pourrait se demander, vous, en tant que bonne française, bon teint, qu'est-ce qui vous fait courir? Pourquoi on vous retrouve aux côtés des résistants ivoiriens? Bonsoir tout le monde, tout d'abord. J'ai coutume de dire qu'on ne choisit pas sa couleur, mais on peut choisir ses combats. Et si je me retrouve dans le combat de Laurent Gbagbo, c'est parce que depuis toute jeune, on m'a expliqué que, ma foi, le monde était fait d'inégalités et que si on pouvait accomplir, on ne sait pas trop pourquoi on se retrouve sur Terre, on ne sait pas trop ce qui nous y attend, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que moi, depuis toute petite, j'ai chevillé au cœur cette idée que on est tous embarqués dans le même navire et que mon rôle à moi, ça consiste à essayer de faire en sorte que le monde soit un peu moins injuste que ce qu'il est actuellement. Alors, ça paraît bien ambitieux, mais ça peut se décliner tout à fait concrètement dans un certain nombre d'engagements. Mes parents étaient aux côtés du peuple chilien pour sa libération. Mon père était un paysan qui a beaucoup lutté contre l'installation de bases militaires sur le Larzac. Ma mère était très engagée également dans l'écologie. Et voilà. Et moi, je me retrouve. Alors, c'est vrai que j'ai un petit peu débordé du cadre de la voie que mes parents avaient tracée, mais moi, je me retrouve très très bien dans le combat des peuples pour leur droit à disposer d'eux-mêmes, et notamment à commencer par le peuple ivoirien. Oui, justement, le peuple ivoirien, il n'y a pas seulement que les résistants qui ont connu des tracas au cours de cette crise. Pourquoi on ne vous voit pas aux autres, aux côtés? Je dirais aux côtés des autres qui luttent aussi. Il y a des victimes qui disent que nous, on a été attaqués, on a perdu ceci, et ils se retrouvent de l'autre côté, ils ne sont pas forcément du camp Gbagbo. Mais pourquoi vous êtes seulement aux côtés des pro-Gbagbo? Ah non, je suis aux côtés de toutes les victimes. Si aujourd'hui on m'apporte des preuves, on a beaucoup utilisé, vous savez, pour asseoir le pouvoir illégitime d'Alassane Dramane Ouattara, les médias, la communauté internationale a fait feu de tout bois. Pendant 10 ans, ils ont désinformé. Donc, qu'il y ait eu des victimes des deux côtés, ça évidemment, une crise et une guerre civile ne peut faire que des victimes des deux côtés. Simplement, j'essaye de me remémorer, on dit souvent qu'un peuple qui oublie son histoire se condamne à la revivre de nouveau. Qu'est-ce qui a provoqué la crise? Parce que pour qu'il y ait crise post-électorale, il faut qu'il y ait déjà eu un certain nombre d'actes posés et d'événements posés. Et je tiens quand même à vous faire savoir qu'avant de militer pour le droit du peuple ivoirien à disposer de lui-même, on m'a vu, on a pu me voir très modestement, parce que je ne pouvais pas m'impliquer énormément eu égard à mes contraintes familiales et professionnelles. On m'a vu aux côtés du peuple burkinabé, hein, au moment de l'assassinat de Thomas Sankara le 15 octobre 1987. On a pu me voir également aux côtés du peuple congolais au moment de l'affaire des disparus du Beach, ou un peu avant, quand Sassou Nguesso était venu à plusieurs reprises, notamment au Palais du Luxembourg. Voilà, j'ai longtemps milité avec Survie, dont j'étais une petite membre, voilà, à mon modeste niveau, et je me suis séparée de Survie justement sur leur couverture, sur leur lecture de la crise ivoirienne, parce que j'estime qu'aujourd'hui encore, il y a tout à faire en la matière. Commencer par poser les bonnes questions. Avant même de savoir c'est une question cruciale, qui a gagné les élections, effectivement, on doit d'abord se poser la question, qui a provoqué la guerre civile en Côte d'Ivoire? Justement, on va en venir, et ce sera notre deuxième question. Vous êtes aussi remonté contre un certain nombre de dirigeants français, dirigeants politiques français, je vais dire. Naturellement, je pense qu'on peut se tromper de bonne foi. Donc moi, au départ, c'est vrai qu'on m'a souvent expliqué, bon, on connaît tous ce qui s'est passé, la politique sous Chirac, Michel, on va pas refaire toute l'histoire. On sait très bien que à l'époque, on a soutenu pendant longtemps Bédier. Quand ensuite il y a eu le coup d'État de Robert Gueil, voilà, il s'est passé ce qui s'est passé. Il y a eu des élections dont on a évincé un certain nombre de candidats, et c'était bien à l'époque Robert Gueil et pas du tout Laurent Gbagbo. Et pourtant, on en fait encore aujourd'hui. On arrive
encore avoir des articles écrits par des médias dits professionnels, des médias occidentaux, comme quoi Laurent Gbagbo a installé le père de l'ivoirité. Donc déjà, premier média mensonge. Ensuite, on a, de tout ce que j'ai vu, de ma lecture, de tous les médias que j'ai pu consulter à l'époque, à partir d'octobre 2000, on a commencé avec le charnier du Pougon. Parlons-en, moi je tiens à ce que, puisqu'aujourd'hui encore, c'est ça, le fond, on ne pose plus ces problèmes-là. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Laurent Gbagbo a été aussi diabolisé et que personne ne s'émeut, ni la FIDH, ni Amnesty International, ni tous les tenants, les droits de l'hommiste, comme on les appelle. Pourquoi personne ne s'émeut aujourd'hui que Laurent Gbagbo et ses proches aient subi toutes ces humiliations, et leur peuple derrière eux, et tous ceux qui se revendiquent, qu'ils le soient ou qu'ils ne le soient pas d'ailleurs, qui sont engagés aux côtés de Laurent Gbagbo et de son combat, que ça soit réel ou que ça soit supposé. Pourquoi personne ne s'émeut de ce qui leur arrive? Si c'est pas parce qu'on a installé une fausse lecture de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Certains accusent l'ex-président français. De toute façon, on sait aujourd'hui que Jacques Chirac, avant lui, on a commencé par démanteler. De toute façon, les pays africains sont-ils réellement indépendants? On eût aimé le croire. Si en octobre 2000, après l'histoire des charniers de Yopougon, il y a eu des enquêtes qui ont été faites. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites et qui ont toutes démontré qu'il n'y avait absolument que les victimes avaient été tuées bien avant, que ce n'était absolument pas imputable à Laurent Gbagbo ni à aucun de ses proches. Et pourtant on continue. Il y a eu un film, vous le connaissez très bien, Poudrière identitaire, d'un pseudo-sociologue, Benoît Schauer, qui est tombé de Belgique, qui est arrivé de Belgique, avec des moyens colossaux pour faire un film de plus d'1 heure qui attaquait vivement le régime de Laurent Gbagbo. On a fait parler, on a extrait comme ça des morceaux de Geneviève Rogrebé. Vous êtes sur le sujet du film, il y a un autre film qui vient de sortir sur Laurent Gbagbo, qui accuse Laurent Gbagbo d'être un manipulateur. J'aimerais qu'on commence déjà par... Oui, je sais, j'ai entendu parler. Il paraît qu'il reprend à peu près les mêmes ficelles, les mêmes grosses ficelles et les mêmes techniques que celui de Benoît Schauer. Alors parlons-en. Si c'est pour faire comme Benoît Schauer, c'était arrivé avec un film en 2003, qui a été repris d'ailleurs par tout ce que la France comptait de droits de l'hommiste et d'altermondialistes, à commencer par Attaque, le mouvement Attaque, Survie et autres, sont tombés dans le panneau. Aujourd'hui, ils commencent à effectivement voir clair. Il faut savoir que Benoît Schauer, où est-il aujourd'hui? Il prétendait venir avec des dossiers béton de plus de 150 victimes qui allaient porter plainte contre les dirigeants de l'époque. Où sont les plaintes? À ma connaissance, il n'y en a pas. Question, ça. Deuxième question, Benoît Schauer est arrivé et il se sert d'un sociologue supposé être neutre, un sociologue du nom d'Abdou Touré. Est-ce que vous savez aujourd'hui où on peut voir ce monsieur Abdou Touré? Nulle part. Si, il est. Il est ambassadeur plénitentiaire de son Excellence Alassane Dramane Ouattara, je dis ça avec beaucoup d'ironie, au Burkina Faso. Ça pose des questions. Une récompense. Je ne fais que citer des faits objectifs et vérifiables par tout le monde. Le témoin principal, le témoin clé qui donnait le fil conducteur de tout ce film qu'on a appelé Côte d'Ivoire, Poudrière identitaire, s'appelle Abdou Touré, c'est vérifiable, et il est aujourd'hui ambassadeur plénipotentiaire de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Un autre exemple, on présente dedans un dirigeant d'une ONG, d'une soi-disant ONG, un Burkinabé, qui œuvrerait en faveur de la lutte contre la discrimination et les actes racistes dont auraient été victimes des centaines, voire des milliers d'étrangers, à commencer par des Burkinabés. Ce monsieur s'appelle Jean-Baptiste Kaboré. Vous savez qui il est? Non. Il est le fils d'Henri Diabaté. Oui, ça je le sais. C'est QFD, non? Ça, je le sais. Ça n'est pas dit à l'époque, il est présenté. Elle est proche du RDR, elle est l'ancienne plus que proche, oui. du RDR, je ne dis même pas proche, elle est dirigeante du RDR. Voilà. Oui. Voilà. C'est elle qui préside à toutes ces grandes cérémonies pour remettre des médailles à tous ceux qui ont bien œuvré pour installer qui on sait aujourd'hui au pouvoir. Et le troisième. Mais si vous avez posé des questions qui... Voilà, je résume. Mais si vous voulez, il faudra que quelqu'un un jour, parce qu'aujourd'hui, vous savez pourquoi j'insiste sur ce film-là? Non. Parce que personne n'en parle plus. On fait comme si c'était acquis, mais on n'a jamais démystifié, on n'a jamais. Vous savez très bien qu'à l'époque, le régime de Laurent Gbagbo, soucieux de préserver, parce que ça a toujours été ça, Laurent Gbagbo a toujours respecté suffisamment ses opposants pour ne pas leur interdire
interdire la parole. Donc quand il y a eu ce film qui était vraiment incendiaire et qui était vraiment fait pour démonter complètement le régime de Laurent Gbagbo et faire croire qu'il était raciste et qu'il commettait des crimes, qu'a-t-on proposé? On a créé une émission à la RTI où on a proposé, on a invité le réalisateur et tous ceux qui voulaient bien venir. Et ils ne sont pas venus. Oui. Voilà. Ils ne sont pas venus, effectivement. Donc, alors, on va passer à la troisième question, Christine. Alors, outre la détention du président Laurent Gbagbo à la CPI que vous critiquez de façon active, on vous voit aussi aux côtés de la famille Mahé, du nom de ce jeune Ivoirien qui a été assassiné en Côte d'Ivoire le 13 mai 2005 par l'armée française, bien entendu. Alors, qu'est-ce que vous savez réellement de cette affaire? Une histoire dramatique. Alors c'est vrai que beaucoup de gens me disent mais pourquoi se focaliser, après tout c'est qu'une seule vie qui a été prise. Non, parce que derrière l'assassinat de Firmin Mahé le 13 mai 2005 en Côte d'Ivoire par la force Licorne, qui était supposée être une force d'interposition, une force neutre d'interposition entre, voilà, on a en fait toute la mécanique subtile de la manière dont la France a pu prendre le contrôle et aider les rebelles à s'installer au pouvoir. À savoir que dans la zone CNO, on sait très bien qu'ils bénéficiaient d'informations privilégiées et il y a eu de nombreuses attaques, c'est-à-dire qu'on a inversé là encore, de la même façon dont on inverse aujourd'hui la victime et le bourreau en envoyant Laurent Gbagbo à la CPI, on a fait la même chose. Le peuple Wé, pour ne parler que de lui, il n'est pas le seul, mais puisque effectivement cette ethnie qui appartient au groupe Krou, qui est très proche, qui a toujours été très proche et qui soutient encore Laurent Gbagbo, est encore aujourd'hui victime d'exactions. Certains parlent même de génocide. Je crois qu'effectivement, un génocide en tant que système organisé, une tentative d'extermination systématique et préméditée, on peut considérer qu'aujourd'hui, si ce n'est qu'il y a génocide, il y a au moins tentative de génocide. Et il est plus qu'au stade du commencement. Des milliers de victimes sont déjà à déplorer. J'ai envoyé ce document à de nombreuses ONG, Amnesty International et FIDH, qui recensent... Un document où il y a plusieurs photos. Avec des liens sur Internet. Des liens qui sont consultables sur un certain nombre de sites Internet, voilà, qui parlent tous du génocide du peuple Wé, avec des photos qui sont vraiment insoutenables. Voilà, on a plusieurs corps qui sont étendus. Vraiment, c'est vraiment insoutenable. Je crois qu'on va s'arrêter. Oui. C'est pas le but. C'est vrai qu'on est désolé d'être obligé de faire ça, mais quand on est dans la rue, si on n'a pas de photos, alors certains nous disent que, mais madame, les photos que vous nous montrez là, on les avait également à l'époque du côté des pro-Ouattara. Ben, j'attends aujourd'hui qu'on me montre dans l'affaire Mahé. On me parle de l'affaire Mahé. Alors pourquoi? Qu'est-ce que je sais de l'affaire Mahé? Pour en revenir à lui, puisque j'en parle ici, mais il n'est pas le seul. Il faut savoir que la famille Mahé est originaire d'un village qui s'appelle Da. Ils ont fui Da à l'époque parce qu'il y a eu vraiment des pogroms, il y a eu vraiment des massacres en masse et il y a eu plus de 50 personnes qui sont mortes sous le fait d'assauts répétés des rebelles de 2002 et 2003. J'ai reçu des témoignages poignants de diverses sources. Aujourd'hui, est-ce que ces témoins-là veulent encore... Les survivants peuvent-ils parler? Veulent-ils parler? Oui. Peuvent-ils parler? S'ils ne tiennent pas trop à la vie, peut-être. Donc moi j'estime qu'aujourd'hui mon rôle à moi c'est de ne pas risquer plus. Tous ceux qui sont là-bas, on le sait très bien, vous savez, on dit souvent que la propagande est aux démocraties ce que la violence est aux dictatures. La Côte d'Ivoire n'est plus un état de droit. Quand on emprisonne les opposants, quand on empêche les journalistes de dire la vérité, quand on commet toutes les exactions qui sont commises, quand on gèle les avoirs, etc., de toutes les personnes qui pourraient s'opposer au régime et qui pourraient dire ce qui s'y passe réellement, effectivement on n'est plus dans un état qu'on peut appeler une démocratie. Donc nous ici, qu'est-ce qu'on peut faire par contre? On sait que la France soutient ce régime-là. Alors vous allez dire, mais elle est complètement suicidaire, comment elle peut critiquer? Elle passera jamais sur les grands médias puisqu'elle critique la France. Je suis française. Je ne sais pas si je peux m'en réjouir ni en être fière. Non, je suis ni fière ni pas fière, je suis française, c'est un État. Je n'ai pas choisi, mais je le suis. La seule chose que je sais, c'est qu'on est condamnés à vivre tous ensemble. Et qu'aujourd'hui, donc pour en revenir à votre première question, j'ai cru au départ que l'actuel président, François Hollande, qui s'était engagé à mettre fin à la France-Afrique, avait été victime d'une erreur d'information. C'est-à-dire que voilà, il avait considéré que Laurent Gbagbo était infréquentable après l'attaque de Bouaké. Et ils avaient justifié, ils avaient légitimé effectivement à l'époque l'anéantissement de toute la force aérienne sous le président Chirac.
Ensuite, il y a eu l'intervention et l'aide très objective, très concrète et très vérifiable que Nicolas Sarkozy a apporté pour l'avènement d'Alassane Dramane Ouattara, son poulain et ami, son poulain et ami. Le dernier d'ailleurs qu'il ait reçu après sa défaite aux élections électorales. Aux élections, excusez-moi, présidentielles. Pour présidentielles. Du coup, on va couper ça. Voilà. Donc, je me dis, maintenant qu'on sait ce qui s'est réellement passé à Bouaké, puisqu'on sait aussi tous aujourd'hui que c'est la France qui a fait bombarder, et malheureusement, c'est pas nous qui le disons, parce que si c'est nous, on va dire vous êtes des pro-Gbagbo, donc c'est du plaidoyer pro-Demo. Non, ce n'est pas nous qui le disons. Ce sont les militaires eux-mêmes, Malocène, Bentega, les mêmes. Alors pour en revenir faire le lien avec l'affaire Mahé, ça vous choque pas, vous, que plus de 8 généraux et 7 colonels soient venus témoigner dans cette affaire Mahé? Si c'est si insignifiant que ça, pourquoi est-ce qu'on a vu tous ces... on n'a jamais vu un défilé de médailles aussi important. Mahé, alors, Maître Tricot, je crois... Va reprendre l'affaire. Il faut savoir que dans l'affaire Mahé, et j'accuse ici, effectivement, je suis prête à assumer complètement, j'accuse ici Fabien Ndoumou d'avoir été acheté. Fabien Ndoumou, au départ, je ne dis pas depuis le départ, Fabien Ndoumou est l'avocat qui est arrivé en février, qui a débarqué à Abidjan en février 2006 pour se porter avocat, pour dire qu'il allait aider la famille Mahé, qu'il allait être leur avocat et les défendre. On n'a jamais su comment il est arrivé là-bas. Est-ce la France? Tantôt il dit que c'est la France, tantôt il dit que c'est la famille. Il a toujours dit que c'était la famille Mahé. Donc m'occupant aujourd'hui des proches, je ne les citerai pas parce que leur vie est en danger. Oui, voilà. Donc pour des raisons de... Je peux juste vous dire qu'un des très proches de la famille, le plaignant principal, qui a procédé à tous les tests qui ont permis effectivement d'établir que c'était bien le corps de Firmin Mahé qui avait été jeté sous terre à Mans et qui était déterré à la faveur d'une enquête bien menée, rondement menée par un journaliste du Monde qui a permis au corps d'être exhumé et d'être ensuite envoyé à la morgue de Trècheville, d'Anyama, à laquelle il est toujours. Je tiens à vous faire savoir qu'aujourd'hui, nous avons une ordonnance à des fins d'inhumation qui date de février 2006, date à laquelle on a établi que c'était bien le corps, la dépouille de Firmin Mahé qui était là-bas, attend toujours une sépulture. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. La personne qui a l'original entre ses mains, c'est Fabien Ndoumou. Je suis prête à aller devant tous les tribunaux de France et de Navarre pour défendre ces idées. Ce dossier-là, je l'ai. J'ai le dossier un double. Je me propose de... Qui veut voir la plainte? Il y a eu plusieurs plaintes qui ont été déposées. Donc la famille a porté plainte depuis l'époque, depuis l'assassinat. Aujourd'hui, ce qui fait que, effectivement, je maintiens que cette affaire-là est importante, c'est que dans tous les crimes qui ont été commis en Côte d'Ivoire, Dieu sait s'ils ont été nombreux, c'est pas vous qui me démentirez, combien de familles ont touché. C'est vrai que les Oué ont beaucoup souffert, mais il n'y a pas que. On connaît l'histoire du massacre d'Anokou-Akouté, on sait tout ce qui s'est passé dans beaucoup de zones occupées par les rebelles, au nord, comme ensuite aussi... On va vous interrompre parce que nous savons très bien que vous êtes très bien documenté sur la crise ivoirienne, mais on va avancer et vous aurez l'occasion de revenir sur ça. Sur l'affaire Mahé, je vous donne un exemple simple. Oui. On ne peut aujourd'hui, les assassins de Firmin Mahé courent toujours, sont dehors. Oui. D'accord. Les soldats français. Ils n'étaient pas plus tard que la semaine dernière. Il y a eu une audience. On essaye d'empêcher cette affaire d'être étouffée. Dieu sait si c'est difficile. On est en bonne voie, puisque je n'en dirai pas plus, puisque Maître Tricot a accepté la lourde charge et la lourde responsabilité de reprendre l'affaire Mahé. Et nous comptons, vous allez voir que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, on va lui laisser un peu de temps, il a déjà accepté de venir devant l'audience. J'invite tous les résistants, tous les patriotes, à venir massivement soutenir alors c'est pas seulement la famille Mahé, soutenir surtout la vérité, parce que dans cette affaire-là, on a une chance unique, c'est que cette affaire-là n'est pas encore enterrée, elle n'est pas encore enterrée, elle va venir à l'audience en appel le 18 février 2014 devant la cour d'appel. Merci, on vous a compris. Alors ensuite, vous œuvrez pour le rapatriement du journaliste Armand Iré en France, le rapatriement sanitaire. Là aussi, on s'est dit, mais attends, en fin de compte, Christine Collet, qu'est-ce qu'elle veut? Elle est partout. Pourquoi elle est tout le temps dans tout ce qui concerne la Côte d'Ivoire? Mais là, c'est humanitaire. Vous avez œuvré pour que quelqu'un ne perde pas la vue. Comment est-ce que vous avez connu Armand Iré?
Armand Hiré est venu à moi, c'était un ami sur Facebook. Vous savez qu'on n'a pas beaucoup de moyens de communication et ça coûte cher, le téléphone et d'autres moyens de communication. Donc, un des moyens pour nous, puisque nous sommes des non-violents, effectivement, je pense qu'on ne combat pas un mensonge par un autre mensonge, mais on combat un mensonge par des écrits contraires, par des manifestations non violentes. Donc, le moyen que nous avons trouvé puisque nous sommes interdits de médias officiels, il y a une omerta qui, effectivement, sévit sur tout ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire. Je tiens à dire que le silence sur la Côte d'Ivoire n'est pas un silence de paix, mais c'est un silence de terreur. Silence de terreur. Et voilà, ces photos insupportables, parce que vous avez montré les photos des exactions depuis 2002, mais il y a également toutes les personnalités, ou même les anonymes, les centaines d'anonymes qui sont toujours actuellement emprisonnés. Voilà, oui. Pour le simple fait de ne pas soutenir le régime illégitime qui a été installé par la force en Côte d'Ivoire. Donc, un des moyens pour nous de communiquer, effectivement, c'est d'utiliser beaucoup les réseaux sociaux, et particulièrement Facebook. Et donc, un jour, Armand Hiré, je ne pense pas trahir un secret, est venu vers nous. Il organisait effectivement des manifestations pour commémorer le massacre de ce qui s'était passé à Douekoué. Et j'ai vu une photo, vous savez, qu'il faut qu'on soit très vigilant, parce qu'effectivement, notre combat ne peut être suivi et ne peut être crédible que si nous l'expurgeons de toute la désinformation dont nous sommes parfois nous-mêmes victimes. Donc il faut vraiment qu'on enquête, c'est un travail d'investigation majeur et je vous remercie pour tout ce que vous faites. Notamment, il y avait des photos qui circulaient, c'est très dur pour une victime de faire le deuil quand elle n'a pas d'image, quand elle ne sait pas ce qu'est devenu son parent défunt, son proche défunt. Or, il y avait des photos qui circulaient sur ce qui s'était passé à Douekoué, qui ne venaient pas de Douekoué, qui venaient d'un accident qui avait eu lieu au Congo. Donc j'ai eu à échanger là-dessus avec Armand Hiré sur Facebook et c'est comme ça que nous sommes, voilà. Et puis un jour, ça faisait longtemps qu'on n'entendait plus parler de lui, donc je ne savais pas trop ce qui lui était arrivé. Et un jour, il m'annonce la naissance de son bébé. Alors, n'entendez pas par là un être de chair et de sang, mais de son livre. Donc, Armand Hiré a écrit un livre et il m'annonçait qu'il souhaitait que je me mette en relation avec l'Harmattan pour diffuser et commercialiser son bouquin. Je lui ai d'abord répondu, la première chose naturellement, comme il se doit, que je souhaitais d'abord lire son livre avant de pouvoir. Et lisant ce livre, j'ai trouvé ça édifiant parce que c'est ce qui nous manque. Moi, vous savez, je suis que témoin, je ne vis la crise ivoirienne que par personne, par témoignage et par lecture interposée. Je ne suis pas une témoin directe, je ne vis pas. J'ai la chance de ne pas souffrir directement des exactions qui sont commises parce que je ne suis pas au pays. Mais je me suis dit, à mon modeste niveau, sachant ce qui s'y passe, qu'est-ce que je peux faire? Je peux relayer l'information. Et c'est ce genre d'ouvrage de témoignage. Armand Hiré m'a fait part de la... Voilà, ça c'est le bouquin écrit par M. Armand Hiré qui vient d'arriver en France. Oui. Vous nous avez dit tout à l'heure. Et il a vécu les bombes, il a vécu sous les bombes franco-onusiennes. Oui. Donc il le raconte, il en parle beaucoup. Et je m'étonne moins effectivement du peu d'empressement que mettaient les autorités à l'époque tunisienne. Il se trouve qu'Armand Hiré est réfugié politique au Cameroun. Et là, vous nous dites que Armand Hiré vient d'être opéré, c'est ça? Oui, donc c'est pour ça que je m'inscris en faux sur le fait que pour moi, il ne s'agit pas d'une œuvre humanitaire. Il s'agit avant tout d'un Armand Hiré, réfugié politique au Cameroun. Il se trouve qu'il a eu ses problèmes aux yeux. Il a eu une première opération à Tunis en avril 2012. Et ça c'est survenu quelques jours après, quelques semaines après, avoir été injustement incarcéré à la DST, la Direction de la Sécurité du Territoire au Cameroun. Il en parle largement, tout ça j'invente rien, tout le monde peut effectivement... il parle de beaucoup de choses. Il rend hommage à Mangaé, il parle de Sylvain Gagnetto, cet autre journaliste dont on parlera peut-être tout à l'heure, parce qu'effectivement les journalistes ivoiriens payent un lourd tribut à cette crise qui n'est pas finie. Qui n'est pas finie. Malheureusement, je crains qu'on en soit encore qu'au balbutiement de tout ce qu'il va falloir encore faire. Justement, on va continuer. Antoine Massé, assassiné par des Français, un journaliste, Sylvain Gagnetto. Il a été suffisamment documenté. Il parle de Sylvain Gagnetto, que nous avons connu aussi. Oui, dont la famille survivrait. Il a été assassiné, Sylvain Gagnetto, avec son fils. Oui. Voilà, il a été assassiné à Yopougon. On sait tout ça. Et donc, voilà, c'est contenu dans ce livre, Côte d'Ivoire, vote sanglant, douleur d'exil, téléspectateurs de Net News TV. Publié aux éditions L'Harmattan. Nous vous invitons à vous procurer ce bouquin. Vous aurez l'occasion de savoir un bon nombre de choses sur la crise ivoirienne. Ce livre a été écrit par un confrère, Armand Hiré, alias Marc Blanchard, et il était journaliste à Le Nouveau Courrier. Et aujourd'hui, il est exilé en France. Il vient de subir une opération qui s'est déroulée, je crois, avec succès.
Oui. Ce qu'on va dire. On va, merci. Donc on va revenir à ça plus tard. Alors Christine Maillet, pour conclure cet entretien. Non, Christine Colin qui va là. Christine Colin, pardon, excusez-moi. Christine Colin, pour conclure cet entretien, je vous l'avais dit que nous allions nous limiter à ce sujet que nous avons énuméré. On va vous inviter à lancer un message à tous les résistants qui se battent comme vous contre l'injustice. On dit souvent, si tu trouves une route sûre, suis-la longtemps, car le vieux n'a pas acheté le savoir, il a vécu longtemps. Et c'est ce que je ressens pour Laurent Gbagbo. J'ai encore mon père biologique, ma mère a quitté ce monde, mais quand j'ai lu le livre de Simone Gbagbo, et j'espère donc, j'en profite pour annoncer solennellement qu'avec Fatou Ndiaye, nous avons créé une association que nous avons appelée Femmes en Résistance, et nous avons l'intention à partir du mois de janvier, nous avons déjà commencé, mais bon voilà, à partir du mois de janvier, nous allons rendre un hommage quasi hebdomadaire ou régulièrement à des grandes personnalités féminines qui pour nous incarnent la lutte contre l'oppression et la lutte pour l'émancipation. Et nous avons l'intention de commencer avec Simone Gbagbo. Et nous souhaiterions vivement obtenir la possibilité de rééditer son ouvrage donc, qui était paru en 2008, intitulé Parole d'honneur, parce que vraiment ce livre est édifiant. J'invite toutes les victimes des médias mensonges qui ont circulé sur Simone Gbagbo, vraiment à aller à la source. On peut lui reprocher sans doute plein de choses, personne exemplaire, tout comme Laurent Gbagbo, qui est parfait. Mais franchement, quand on lit ce livre-là et qu'on voit comment elle décortique et tous les médias mensonges qui ont circulé sur son compte, les escadrons de la mort, à savoir que d'ailleurs le journal Le Monde, on oublie de le répéter, on parle encore aujourd'hui sur RFI des escadrons de la mort soi-disant dirigés par Simone Gbagbo et Blé Goudet. Il faut savoir qu'il y a une décision de justice qui a été rendue et qui rend passible de poursuite toutes les personnes qui tiennent ce genre de propos. Et pourtant, à ma connaissance, personne aujourd'hui n'interdit à quiconque de continuer à parler des escadrons de la mort. Et si, par contre, on parle peu des escadrons de la mort qui sévissent aujourd'hui. Bien réel, cela. Merci Christine Colin, merci beaucoup. On aura l'occasion de vous réinviter sur ce plateau. Le principe de cette émission, c'est 4 questions. On a eu le temps de rebondir sur un certain nombre de sujets. C'est vrai que vous avez beaucoup de choses à dire, mais on va se limiter à ça pour ce soir. Téléspectateurs de 20 News TV, merci. Puis-je terminer par un proverbe? Oui, allez-y, elle veut terminer par un proverbe, allez-y. Bon, vous le connaissez, hein. Je pense toujours à Laurent Gbagbo quand je le prononce. Laurent Gbagbo, donc effectivement, en tant qu'historien, on dit souvent que tant que les lions, et je dirais même plus, moi je dirais les éléphants, n'auront pas leurs propres historiens, les histoires de chasse tourneront toujours à l'avantage des chasseurs. On ne pourrait pas trouver meilleure conclusion. Merci Christine Colin Tibala. Merci à vous téléspectateurs de G20 News. On se retrouve très prochainement pour le 4e numéro de votre émission La couleur du temps. Restez fidèles à votre chaîne. Je vous aime.